il a fallu la réindexer, enfin, est-ce qu'il a fallu la réévaluer. Et il ne faut pas que le développeur ait peur de le dire, parce que réévaluer, donc ça fait partie d'indicateurs, et surtout on apprend, on est dans un process donc, itératif et dans lequel on va apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas deux sociétés et deux équipes agiles qui se ressemblent et qui vont à la même vitesse. Donc on part au début avec des abacs un peu standards, et après on voit. Et ce qui est important, c'est vraiment... donc c'est vraiment un process où on va avoir le feedback, parce que sinon ça s'appelle le bordel. Hein. Si on est à la semaine et que vous ne prenez pas les indicateurs, et que vous êtes en train de piloter à la semaine mais que vous n'avez pas d'indicateur, que le gars il vous dit ouais je sais pas j'ai fait un truc, ou alors tiens tu devais faire cette user story là puis le mec il en fait une autre, alors là du coup ça devient très vite ingérable. Donc en fait ça aussi c'est une fausse idée de se dire les méthodes agiles, comme il n'y a pas de cadre formel, comme il n'y a pas de cadre formel, on se dit bah c'est la fête, c'est la fête encadrée en fait, c'est la fête encadrée, en tout cas c'est pas la fête totale parce que sinon le chef de projet il va plus rien manager. Alors voilà, donc est-ce que les méthodes agiles c'est une arnaque? C'est un peu... Alors, si on reprend un peu les sujets. Alors oui, j'ai mis une Madame Soleil parce que effectivement on peut entendre ah ouais méthodes agiles, on sort des projets, c'est un peu. Alors c'est pas magique, hein, c'est pas magique du tout une méthode agile. Hein, alors voilà, pour les retards, pas de magie. Par contre, on va anticiper les crises. Comme on a du feedback, on va les anticiper. On va voir mon actualité, ce que je vous disais au mois de janvier. Je sais précisément où mon logiciel il en est puisqu'il est testé et développé. Maintenant, je sais la distance qu'il me reste à parcourir. Mais je vais anticiper la crise. C'est-à-dire que je ne suis pas à 15 jours de la remise du projet et que je dis bah il y en a pour 6 mois. Non. Donc anticipation des crises, il y a beaucoup de gestion des risques. Donc là on ne va pas en parler, mais on doit évaluer les risques constamment. Et c'est très très important parce que vous pouvez respecter par exemple les itérations, très bien. Et puis vous n'avez pas fait d'analyse de risque. Et puis peut-être qu'instinctivement, vous avez commencé par tout ce que vous savez faire. Donc les itérations, ça marche. Vous développez, puis tout ce que vous ne savez pas faire, vous l'avez mis à la fin. Et là, vous avez beau être en mode itératif hein, avec votre produit. Si vous arrivez dans le dernier mois et que vous êtes sur l'implémentation de nouvelles technologies, enfin, etc., il y a forcément des bugs, où il y a forcément de l'apprentissage, donc ça va moins vite que prévu. Et là, pof, vous arrivez à une itération, et là, c'est la catastrophe, c'est le retard. Vous êtes du coup à 1 mois, et là, vous annoncez effectivement que vous pouvez avoir du retard. Donc pour éviter ça, il faut avoir une petite gestion de risque quand même, où vous faites passer les choses compliquées très en amont, ce qui vous permet de manager le risque et de le mitiger, et vraiment de manière réfléchie, d'avoir les fameux 3 leviers que vous avez, hein, qu'on vous apprend, c'est les ressources, le périmètre et le budget. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois de plus, les méthodes agiles ne permettent pas d'avoir un produit plus tôt. Hein. Ça, c'est une fausse vérité. Ça vous permet d'avoir un produit à l'heure. Ça ne vous permet pas d'avoir le produit plus tôt. C'est pas... Donc ça veut dire que si vous managez vraiment avec les risques, plus tôt vous êtes sur ces risques-là, et plus tôt vous pouvez faire de l'arbitrage, mettre plus de personnes, moins de personnes, enfin, etc. Enfin, moins de personnes, bon, c'est plus vrai. Mais enfin, ou faire différemment. Dans mon gros projet de pharmacie, j'ai changé carrément une grosse techno de kernel en juillet dernier. Le fournisseur que j'avais était lui plutôt en cycle en V en disant oui, attends, on a l'habitude. Et puis je voyais, moi, avec mes itérations que ça n'arrivait pas. Je l'ai prévenu, je lui ai laissé quelques itérations pour atteindre des niveaux de performance que je voulais. Il ne les a pas atteints, j'ai dégagé, j'ai pris une autre techno. Typiquement, ce fournisseur-là, si j'avais pas été en méthode agile, il m'emmenait au fond du trou. Il m'emmenait au fond du trou aujourd'hui. Et j'ai eu le courage, ça fait partie des valeurs de l'agilité, je crois que je l'ai mis un peu plus loin, le courage. Ça fait rire en général, mais c'est clair. Je le redis, le management agile expose le chef de projet. Il vous expose, c'est-à-dire que du coup vous voyez
Comme vous avez toutes les semaines votre itération, ou tous les mois, enfin on va dire toutes les semaines, vous voyez où vous en êtes, bah, il faut prendre des décisions. Et moi la décision que j'avais, c'était que je voyais que la techno elle était clé, mais bon, entre-temps, il y a une autre voilà, dans l'informatique, entre-temps, il y a une autre techno qui est apparue. Et là, je voyais que lui m'emmenait au fond du trou en termes de performance. Ça pouvait le faire en termes de métier, mais en termes de performance, ça m'emmenait au fond du trou. Vous n'auriez pas été content parce que c'est dans une pharmacie, vous allez, et que ça prend 3 minutes pour avoir votre médicament, bah, vous allez sur le trottoir d'en face, dans l'autre pharmacie. Et donc, c'est pas bien pour le pharmacien puisqu'il va perdre du chiffre d'affaires. Donc voilà, non, mais j'ai des exigences très 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 fortes. Voilà, je parle pour mon projet. Et donc voilà. Et c'est vrai que voilà, l'été dernier, alors j'ai dû manager ma communication, mais voilà. Donc typiquement, c'était la gestion des risques. Prise de décision quotidienne du chef de projet, livraison partielle. Je vous en ai parlé. Ah, les risques, bon, voilà, je viens de vous en parler. Donc comment est-ce qu'on bon, bah, non plus, il n'y a pas de magie, on fait des tests en continu, du feedback constant, des livraisons partielles, donc on est vraiment... Ah, aussi, il y a des sociétés qui viennent me voir, des dirigeants, ils me disent Olivier, c'est génial, t'es grand Manitou, mets-nous de l'agilité. Alors déjà, moi, la première question, c'est y a-t-il une équipe de test? Une équipe de quoi? Ah non, mais ça coûte cher, les tests. Donc je dis écoute, c'est bien, donc, je reviendrai quand tu auras embauché. C'est incroyable, hein, il y a encore quelques années, il y avait des dirigeants de sociétés qui me disaient c'est un sous-métier le test. Je peux pas faire passer des annonces pour des testeurs. Je comprends pas. C'est navrant. C'est navrant. Alors c'est un peu navrant en France parce qu'il y a très peu de formation de testeurs. Ça arrive de plus en plus. Le test, si vous allez, enfin j'espère dans vos formations on en parle, il y a des bouquins à la FNAC, de plus en plus. Le test, c'est une vraie ingénierie. Et le test, c'est pas des coûts, ça fait gagner de l'argent faire des tests. En tout cas, pris dans un process agile et voilà. Je n'ai pas le temps de débattre là-dessus. L'urgence. Bah, l'urgence, en fait, comme on est en discussion constante avec le client, bah, c'est un peu magique, hein, c'est ce que je vous dis. Il peut y avoir une urgence, sauf que vous lui montrez les builds, vous voyez. Donc l'urgence, parce qu'on s'aperçoit que les crises arrivent beaucoup par un manque de communication. Les gens vont s'énerver par un manque de communication, parce qu'ils ne voient pas. Or, l'agilité, les gens vont voir. Donc en fait, donc voilà, donc arbitrage sur le backlog, c'est ce que je vous disais, c'est on se dit bah, qu'est-ce qui est prioritaire, est-ce qu'on développe ce scénario-là plutôt que celui-là, ah on change, voilà. Rigidité, bah non, enfin on a des itérations, les livraisons partielles, j'ai vu, la pression, pareil, en fait là je remets les mêmes mots, mais c'est parce que les mêmes problèmes, mais vont trouver les mêmes solutions. Donc discussion avec le client, la gestion des risques, prise de décision quotidienne du chef de projet. Alors je mets chef de projet au sens super large, hein. Si on est avec Scrum, c'est le Scrum Master, si on est avec, etc. Je parle de... Déception, impossible d'être déçu. Parce que si vous avez bien fait votre boulot, le produit, alors du coup, bon, l'effet waouh, il est un petit peu distillé, quoi. Parce que du coup, les gens, ils ont vu le produit. Mais c'est juste impossible qu'au jour J, les gens ils soient déçus, puisque vous leur avez montré le produit, en tout cas, donc, enfin, je dirais aux décideurs, aux utilisateurs. Sinon, le cycle agile ne marche pas. Donc là, vous êtes tranquille. Et moi, je vous dis, mes utilisateurs, ils sont super contents. Ils ne voient pas qu'en fait, finalement, au début, on a glissé parce qu'on leur a fait trop plaisir. C'est là où j'ai dû arbitrer, parce que, ah oui, l'écran bleu, l'écran machin, l'écran bidule, ah ouais, tiens, on refait 4 fois l'écran de vente. Ok, donc à un moment, j'ai mis un holà. Parce que ça, c'est une vraie dérive que je vois. Hein. Les dirigeants ou ça, ils ont bien compris. Hein. Le côté itératif, mais ils vont en abuser. Hein. De temps en temps, il y en a certains qui vont vraiment en abuser. Hein. Ah bah ouais, non mais Olivier, t'avais dit que c'était agile. Ouais, j'ai dit que c'était agile, mais enfin à un moment, stop. Parce que moi, je veux bien te faire pendant 2 ans ton premier écran, mais il y en a 30 à faire derrière. Non mais... C'est ça, hein, c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens, vous leur donnez ça, voilà. Donc faut manager. Épuisement, l'effort il est réparti. Donc c'est des choses que j'ai dit. Le surcoût,
Pas vraiment de retard sur la livraison d'un produit. Alors il peut y avoir du surcoût, simplement ce que vous êtes sûr, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que dans ce monde très concurrentiel, ce qui est important c'est la première livraison. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai là encore, c'est-à-dire que votre crédibilité sur vos équipes, sur la société par rapport à l'extérieur, la crédibilité c'est de livrer en temps voulu un produit qui va plaire aux utilisateurs. Maintenant, on peut être un petit peu rusé, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez 1000 utilisateurs, vous en prenez 100 ou 10 ou j'en sais pas, et puis vous dites on va faire plaisir à ces 10-là en temps et en heure, et c'est eux qui vont être contents de la première version que je vais livrer avec un périmètre réduit. C'est-à-dire qu'il faut agile, c'est agile en termes de méthodologie, c'est peut-être aussi agile en termes de pensée aussi. C'est-à-dire qu'une version bêta, vous n'allez pas dire je vais rendre content, je sais pas moi, mes 1000 clients d'un coup. Je vais peut-être prendre 100 clients. Ces 100 clients-là qui ont une spécificité, je vais leur faire plaisir et c'est eux qui vont être, j'entendais tout à l'heure, les early birds, c'est eux qui vont voir le produit. Et ça c'est important, parce qu'à la date T, vous avez livré votre produit à 100 personnes triées sur le volet. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes sur Google ou sur tout ça, quand vous avez les bêtas privés, quand vous avez des choses comme ça, c'est ni plus ni moins que ça. Hein, ils vous font, ah ouais, c'est super, je fais partie des bêta-testeurs Google, ouais, c'est génial. Enfin, ils vous ajustent là, vous faites partie des petits où ils vous font plaisir, mais ils ne font pas plaisir aux millions d'utilisateurs de Google. Donc il faut choisir ses cibles et sortir le produit à cette date T pour cette cible-là. Ça, c'est super important, ça va être visible. Après, qui se souvient du premier service pack de Windows 8 ou d'Apple? On s'en fout. Enfin, après, je veux dire, il y a le premier programme, la première version qui... Enfin, on s'en fout. Oui, enfin la presse, enfin, vous retenez pas. Vous avez retenu qu'un produit, il a été livré en temps et heure, la première version. Après, les services pack, c'est moins important. J'y vais un peu au cordeau. Il faut un peu relativiser ce que je dis, parce qu'il y a des services pack qui peuvent être importants quand même. Oui. Je ne connais pas mal. Sur les coûts précisément, avec le retour d'expérience qu'on a sans doute déjà sur les méthodes agiles, est-ce qu'on est capable de dire si oui ou non c'est moins cher qu'un cycle de vie traditionnel? Alors, en allant plus loin que ça, si on fait une infinité de cycles d'itération, ça va coûter infiniment cher. Est-ce qu'il y a un moyen de définir la bonne taille de cycle pour éviter l'overhead? Et au sein d'un cycle, est-ce qu'il y a des méthodes pour éviter les overheads? Par exemple, je pensais aux tests automatiques. Est-ce qu'il y a des méthodes? Alors, oui, c'est une bonne norme. Alors, l'agilité d'une façon globale, c'est empirique. Il faut bien se dire ça. Nous sommes sur de l'empirique. C'est empirique. Bon, première chose. Sur les coûts, il faut comparer des coûts à qualité égale. C'est-à-dire que à un instant T, une équipe agile va sûrement coûter plus cher en termes de trésorerie, enfin à un instant T, parce que il faut des testeurs. Et j'en parlais tout à l'heure, que par exemple on n'aura pas prévu, et que dans une société on aura dit on n'a pas besoin de testeurs, le gars il se dit ah ouais mais mes développeurs ils sont bons, j'ai pas besoin de testeurs, donc à un instant T il va dire bah, mon équipe elle coûte moins cher parce que j'ai pas les testeurs. Maintenant sur le T+1, il va pas s'y retrouver parce que le logiciel va être buggé, va moins se vendre, va avoir un bad buzz, etc. etc. Donc ça, il faut remettre les choses en ordre. Donc, mais c'est vrai que je me heurte essentiellement avec l'équipe de test. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une équipe en français, de marketing produit. Alors, les product owners, hein, voilà, donc ça c'est des gens qui vont décider de ce qu'il y a dans le produit, ça c'est une équipe, enfin c'est au moins une personne, il y a des développeurs, il y a des testeurs, il y a aussi quelqu'un qui va faire de l'intégration. Donc il y a quelques métiers. Donc, les coûts... Par contre, vous sortez un produit avec une qualité et à une date donnée. Donc déjà, ça... Voilà. Après, votre question sur les tests. Alors, les tests... Sur la taille des cycles. Alors, oui, la taille des cycles, non, ça influe peu sur le... Alors, on va dire que plus on est... Alors là, il va y avoir un débat, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est Kanban, en fait, qui va un peu régler le débat.
C'est-à-dire que Scrum impose ce qu'on appelle des sprints de 4 semaines. Moi, je trouve que c'est trop long parce que réagir toutes les 4 semaines, c'est trop long. Moi, je réagis toutes les semaines. Voire, j'ai travaillé pour des jeux sur Facebook ou des choses comme ça. Alors là, je trouve qu'on est sur de l'hyper-agilité où tous les jours, il y a une mise en prod. Donc là, on est sur un cycle agile à la journée. Ouais, je pense que c'est un peu trop, parce qu'on écoute un peu trop la communauté, enfin bon, etc. Mais on peut aller jusqu'à donc de la journée. Moi, j'aime bien la semaine. En fait, j'aime bien la semaine, ce qui permet d'avoir un cycle et de se donner des objectifs toutes les 4 à 6 semaines. Maintenant, sur le coup, bah oui, ça peut avoir une influence parce que si votre itération elle est grande et que vous êtes agile toutes les 6 semaines et que vous ne prenez pas de décision que toutes les 6 semaines, alors c'est mieux d'en prendre toutes les 6 semaines que d'en prendre tous les 6 mois, mais on va peut-être avoir un peu de gâchis. Donc il faut trouver, enfin, la remarque est bonne et c'est vrai que trouver la bonne taille de l'itération. Elle est entre... Au début, quand je fais un projet, elle va être de 2 semaines parce que quand on met en route une équipe toutes les semaines, il n'y a pas grand chose à montrer non plus, puis il faut que les gens se mettent dans le bain. Moi j'aime bien la semaine en fait. Alors, juste je fais une référence en avant et on va voir que Kanban casse Scrum parce que Scrum, vous êtes sur des sprints à 4 semaines, point barre, c'est défini, ou à 5 ou à 6, en tout cas vous ne revenez pas dessus. Or, la vie fait que on ne peut pas être tout le temps à 6 semaines ou à 4 semaines. Et donc c'est pour ça que dans un retour d'expérience, mais je vais y arriver, on s'aperçoit que Kanban en fait casse Scrum alors déjà sur le peu de limites, enfin sur le peu de règles qu'il y avait, il a cassé. Voilà. Et sur les tests automatiques, ça c'est pas un vaste débat parce que c'est pas un débat, c'est aussi de l'ingénierie. Clairement, les tests automatiques peuvent. Moi je mis par exemple toute une batterie de tests automatiques qui vont me faire gagner l'équivalent de 3-4 ressources de testeurs. Mais c'est pareil, à un instant T c'est plus parce que c'est de l'ingénierie, il faut faire les tests. Si vous êtes sur un produit au début qui fait que de bouger, il ne faut pas faire les tests automatiques parce qu'un test automatique c'est de la programmation sur votre application. Si votre application ne fait que de bouger, vous testez donc à un moment, donc il ne faut pas le faire trop tôt. Et puis il y a toute une méthode également pour savoir si votre méthode, enfin si la fonctionnalité elle est influente ou influencée. C'est-à-dire, par exemple, on ne va pas perdre du temps. Il est hors de question de mettre un test automatique sur, je prends l'exemple de Hello World, pour ceux qui savent développer, premier projet informatique de la vie d'un développeur, donc où on affiche Hello World. Non mais je veux dire, on ne va pas passer du temps peut-être à tester avec un test automatique un message. On ne va pas prendre ce même temps, alors que peut-être au niveau du kernel, il y a peut-être des transactions bancaires qui sont super importantes et que là, il faut vraiment tester parce que dans le temps, on ne va pas s'amuser à rejouer des scénarios compliqués de transactions. Donc, et puis peut-être que la transaction, c'est facile, entre guillemets, parce que ça bouge peu dans le temps. Donc la régression, on va la trouver... D'abord, elle est beaucoup plus grave, une régression sur un traitement de transaction que sur peut-être un affichage. Alors, on va relativiser parce que peut-être que sur un site web, c'est vachement plus important d'avoir du... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir de la réflexion. Je ne suis pas blanc ou noir, c'est-à-dire que la réflexion de mettre des tests automatiques est un gain si on le fait intelligemment et qu'on prend son produit et qu'on se dit là, je fais du test automatique, là, je n'en fais pas, ou là, je n'en fais pas pour l'instant et j'en ferai plus tard. Il y a tout un cycle de tests également à réfléchir pour maîtriser les coûts. Alors, mon retour d'expérience, mais comme je parle beaucoup, on va les retrouver. Donc le cycle en V, la vie dure, oui, parce que ça, finalement, quand je prends en main des équipes qui ne connaissent pas l'agilité, que je commence à... Et en fait, on s'aperçoit que les gens, instinctivement, c'est pas facile de leur dire, c'est-à-dire que quand je commence un projet, une start-up ou n'importe quel projet, moi j'ai mes 2-3 user stories, allez on y va, go, on avance, on itère, on verra. Ok, moi je veux le premier écran il est comme ça,
ça sert à rien que tu me le dessines, on va voir comme ça. Bon. Et on s'aperçoit que l'esprit, en tout cas on est formaté pour avoir des barrières. Et l'esprit itératif que je peux avoir aujourd'hui en me disant rien n'est définitif, j'itère, moi-même dans ma vie, alors je dis non, mais c'est un peu une règle, c'est un peu une hygiène de vie quelque part, parce qu'on parle de projet agile, mais finalement dans la vie de tous les jours, de itérer, de faire par petits morceaux, de dire alors ça va, c'est bon, je peux avancer, tu peux continuer, c'est de l'agilité. Mais passer à cet esprit agile, il y a une grosse conduite de changement. Faut pas croire que les ingénieurs que vous allez manager, vous allez leur dire allez, on commence, on écrit une dizaine, vingtaine de user stories et on va commencer à construire et à itérer. Vous allez avoir des grands yeux devant vous là qui vont commencer à avoir vous dire mais comment ça, et puis en fait voilà. Alors si vous n'y prenez pas garde, après ils vont automatiquement les gens vont mettre des barrières. Au lieu de dire attends, fais passer dans la build, on le testera. Ah non mais attends, j'ai pas envie, attends, il faut que je comprenne. Et là le mec, l'ingénieur, il peut vous bloquer. Alors ok, vous pouvez dire pendant une semaine, vas-y, on réfléchit, mais instinctivement il y a beaucoup de jeux. Avoir l'esprit agile n'est pas forcément la chose au départ la plus partagée. Et de se dire qu'on est en mode itératif et qu'on avance, une grosse conduite de changement. Vraiment. Et une fois de plus, il n'y a pas d'outil, c'est de l'humain. Je reviens dessus, c'est de l'humain. Aucun outil vous fera passer ça. Donc faire des spécifications fonctionnelles et techniques, voilà, ne pas penser incrémental. Bah oui, les gens, alors vous avez des développeurs ou des gens, enfin, même dans n'importe quel métier, le gars, il pense final, il pense. C'est pas facile, vous avez une montagne devant vous et vous dire, ok, je prends le petit bout de la montagne là. Ok, ça c'est important, c'est-à-dire que vous, moi par exemple quand je prends un projet, j'ai la big picture, je vois à peu près où je veux aller. Maintenant, moi, mon équipe, tu vois le petit chantier là, le petit sentier, là. Et ce petit sentier là, tu me le fais pour un mois, dans un mois. D'accord? Ah ouais, non, tu me fais le petit chantier là. Parce que en fait, le gars il va dire ah ouais mais j'ai la montagne. Non, toi t'as pas la montagne, toi tu as le petit chantier et je te fais travailler sur le petit sentier là, qui est là. Et ça c'est pas, au début c'est clairement pas évident. Les gens vont avoir une montagne et devant la montagne ils vont dire ah. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui sont en retard avant d'avoir commencé. Alors, vous avez peut-être déjà seconde expérience, vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous faites les specs, comme on avait dit, voilà, vous savez même pas où vous en êtes. Finalement, le temps passe, vous n'avez pas commencé, vous êtes en retard. Moi, les projets agiles, c'est j'arrive, au bout de 3 semaines, on va commencer à bosser. Ok, le petit sentier. Fais-moi le petit sentier là. La montagne, moi je la vois, mais c'est pas ton problème. Tu me fais le petit sentier, et le petit sentier pour dans un mois. Et là, vous allez. Bon, voilà. Et avoir cet esprit-là, c'est pas facile. Voilà, bon, un petit cycle en V que j'aime bien. Cycle agile, peu de sociétés peuvent être agiles. Alors on parlait effectivement, attention, le cadre agile ne peut pas se mettre partout aussi. C'est-à-dire que là, je vous parlais, impossible d'avoir de l'agilité à 80 personnes dans une équipe. Là, si j'avais un projet comme ça, je couperais la salle en 4 et je ferais 4 équipes agiles avec chacun son cycle. Puisqu'on est sur de l'humain, on est sur de la communication. Et donc là, à 80, vous ne communiquez pas tous interpersonnellement, là, c'est pas possible. Donc tous les matins, il y a des réunions, ce qu'on appelle les stand-up meetings, c'est-à-dire que l'équipe, elle est debout, stand-up, debout. Donc il n'y a pas de manager, pas de notion de manager, et chaque personne dit qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle avait un sorte d'engagement par rapport à l'équipe, en disant qu'est-ce que je devais faire hier, pourquoi je ne l'ai pas fait, et qu'est-ce que je vous promets de faire aujourd'hui, par exemple. Bon, ça, à 80, on y passe 3 heures, hein. Ça marche pas. Par contre, si on est avec une équipe de 10, ça dure 10 minutes, espace café, ce genre de meeting-là, c'est incroyablement... même si vous n'êtes pas en méthode agile, je vous conseille de le faire, c'est un truc, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous allez voir qu'un gâchis de temps entre vos développeurs ou vos personnes qui ne se parlent pas, mais juste qui ne se parlent pas, parce que c'est assez rageant qu'au bout d'une semaine ou deux, même en méthode agile, il y a un gars qui développe, il fait « Ah ouais, mais attends, moi j'avais la solution là, je l'avais développée, ou j'avais... » Ah ouais, mais tu peux pas me le dire. Ah bah non, moi je bossais. Donc en fait, vous mettez un petit peu d'huile, vous faites les stand-up meetings. Bon, ça marche sur des petites équipes. Oui.
Ouais, j'ai le problème quand je fais de l'offshore. C'est-à-dire qu'en fait, chaque site doit être agile, indépendamment. Et en fait, on se rejoint au niveau des livraisons, donc des fins de build. Mais chaque site est autonome et responsable de sa livraison. Mais ça, je vous l'avoue bien que l'agilité supporte assez mal l'offshore, puisque c'est de la communication. Oui. Vous ? Je suis pas d'accord, je pense que ça peut très bien se porter l'offshore. Mais dans ce cas-là, oui. Avec des meetings successifs offshore et des outils communs, des outils de suivi de planification. Voilà, mais chaque site est autonome en tout cas, parce qu'avoir de l'agilité en disant moi j'ai une équipe, alors je peux avoir un développeur en offshore parce que le mec il fait du télétravail, voilà, mais ce que je vais lui demander quand même à ce développeur-là qui fait du télétravail, c'est quand même de venir un jour par semaine, parce qu'on est sur de l'humain. Si on n'est pas physiquement à côté, on rate des choses. Si on n'est pas à la machine à café, on rate des choses. Donc voilà. Alors, oui, donc en fait, ça peut le faire, mais en tout cas, moi, comme je le fais, c'est que chaque site a son propre cycle agile, en tout cas. Et avec, effectivement, la base, enfin, un TFS, ou... ah oui, les outils de bug, de gestion de bug, ils doivent être effectivement communs à tout. Mais, globalement, alors là, on va se heurter, si on parle de l'offshore, on va ouvrir le débat, on n'a pas le temps. C'est-à-dire que des Indiens, des Chinois, des Américains, on est sur de l'humain. Et les mentalités, la façon de travailler n'est pas la même que nous, chers Français. Et donc, il faut prendre en compte des particularités des pays, sinon ça fait des catastrophes. Donc, et comme on est sur des... Vous voyez bien, en fait, on est sur du feedback, on est sur du management à la semaine, donc il doit y avoir beaucoup de communication. Voilà, on ne peut pas débattre, enfin après, si des gens veulent discuter, mais je dirais que voilà, un grand coup, je dirais que chaque site doit être autonome et doit être agile, et on se rejoint sur les builds. C'est-à-dire que moi, il y a une build que je vais recevoir d'une équipe offshore, que je vais recevoir en France, mais la build que je reçois, j'espère que le site offshore l'aura déjà validé elle-même, aura eu son cycle, et moi je l'intègre parce que je ne vais pas, moi, dans mon cycle agile, prendre des développeurs qui sont partout dans le monde et aller choper leurs bugs à eux, moi en France, quoi. Enfin, ça c'est... Enfin, j'ai mon boulot en France et faire le debug des autres, ça ne va pas le faire, en fait. Donc le cycle agile demande de confiance. Bon, là je passe. Bon, là je vais passer parce que... la création des équipes dédiées, donc ça c'était pour répondre sur les coûts, on doit avoir un petit peu quand même ce type d'équipe là pour un cycle agile, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas que des développeurs, il doit y avoir donc du product management, des product owners, du programme management, ou alors les scrum masters, enfin après selon les méthodes ça va s'appeler des équipes de développement, des équipes de test, des équipes de validation, et n'oublions pas la documentation utilisateur. Bon, on va retrouver... C'est pas magique non plus, hein, normalement, dans n'importe quel... Oui. Vous me dites qu'il n'y a pas de manager, il y a des équipes, mais il y a quand même du programme management, il y a des chefs de projet. Je l'ai dit tout à l'heure, si. Je l'ai dit, alors, le temps malheureusement tourne, je ne suis pas un puriste de l'agilité. C'est-à-dire que je vous donne, ça fait donc 10 ans que j'en fais de l'agilité, j'ai du retour d'expérience dessus. Je pense que les équipes autogérées, ça a des limites. À tel point que si vous allez à la cantine, donc c'est l'endroit open source à Paris qui est sur les grands boulevards, à l'intérieur des grands boulevards, c'est là où se passe un peu le cœur de l'open source en France. J'avais été dans des conférences sur Extreme Programming, sur des choses comme ça. L'open source a un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait ils ne supportent pas le management, et effectivement dans le cycle agile, le mot chef de projet est banni. Et en fait, à un moment on leur pose la question et on dit mais enfin faut quand même quelqu'un qui prenne des décisions. Et alors ils ont le terme de dictateur bienveillant.
Bon, moi, ça me fait un peu rire. Voilà. Enfin, bon, ouais. Donc, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise le mot chef de projet. Je ne suis pas vraiment puriste. Je vous renvoie à des cours de Scrum où il y aurait un Scrum Master en Extreme Programming. Alors, Extreme Programming, là, il n'y a carrément pas de notion de management du tout. C'est même chaque développeur qui va prendre des bugs qui lui intéressent, enfin qui s'intéressent, etc., etc. Et ça fait rire, bah oui, mais c'est pour ça que l'Extreme Programming est un peu en perte de vitesse, hein, parce que voilà. Voilà. Donc c'est vrai que je fais, c'est un retour que je fais moi, où je pense qu'il faut quand même du chef de projet sur ces équipes-là. Les réunions, je vous en ai parlé. L'itération 0, bon, c'est un détail, c'est l'itération 0, c'est avant de commencer un projet agile, il faut mettre en place tous les outils, etc., etc. Parce que l'agilité, alors je ne suis pas représentant d'un éditeur de logiciel, par contre, il faut avoir quand même une gestion de projet, mais ça peut être une feuille Excel, hein, ça peut être du Word. Par contre, il faut une gestion de bugs. Alors, il y en a des open source, hein, des Bugzilla, etc. Il y en a des payants, TFS, Microsoft, enfin, des outils. Il faut des outils d'intégration continue. Alors, il y a des open source, par contre, il y a des spécialistes. Voilà. Donc il y a quand même un ensemble de logiciels. Vous pouvez vous débrouiller en ayant tout dans l'open source. Bon, après, c'est l'ingénierie à mettre en place. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Le but est d'arriver quand même à pouvoir produire une build. Alors il y a même ce qu'on appelle, moi toutes les équipes là, que je manage aujourd'hui, enfin, elles sont même en nightly build, c'est-à-dire que toutes les nuits ça reconstruit, voire même il y a des systèmes où dès qu'un développeur relâche un fichier, ça va construire le produit en tâche de fond. Donc on est vraiment sur de l'intégration en continu. Et ça, voilà, bon, c'est des outils. C'est pas forcément des outils payants. Si c'est pas payant, c'est de l'open source, et si c'est de l'open source, il faut des spécialistes. Je vous en ai parlé des gestions des exigences. En tant que ici, je veux faire cela. Donc ça, c'est une des difficultés des méthodes agiles. C'est un peu le cœur de la... Ça aussi, c'est vraiment une difficulté, c'est de faire exprimer les gens sur des scénarios. Et là, je dois dire que c'est à ce moment-là que je déploie mon plus grand talent de modérateur, écrivain, organisateur, parce que franchement, je veux vraiment faire avec la sensibilité des gens qui ont dans la tête. Moi, le but, c'est qu'ils écrivent les besoins utilisateurs sous forme de scénario. S'ils se sentent à l'aise en faisant un roman, ils font un roman. S'ils sont plutôt analytiques, on va être analytique avec des bullet points, moi, j'ai des specs de Microsoft faits en user story, elles sont très bien faites, et c'est plutôt des bullet points, c'est très analytique. Il y en a qui vont faire un peu à des use cases, conditions d'entrée, conditions de sortie, règles métiers, etc. Et vous trouverez nulle part des règles en fait. Donc c'est vraiment, ça c'est au cas par cas. Ça c'est le point que vous allez arriver assez rapidement lorsque vous allez avoir une équipe agile, c'est comment est-ce qu'on fait Et la solution de facilité étant finalement de prendre les use cases du ML. Si vous allez par là, au moins, vous dites aux gens, achetez le bouquin de use case UML. Et ça le fait bien, parce que les use cases sont quand même des cousins germains au user story. L'interface homme-machine, alors on va pas passer son temps à faire, on va utiliser des outils pour faire des mock-ups, des maquettes, parce que, et c'est surtout qu'on va les faire passer... bon, je dis qu'il faut différencier la charte graphique, on va un petit peu avancer. Le management, ça demande beaucoup de management. Enfin, je pense que vous comprenez depuis que je parle, c'est pas magique. Hein. Ça demande la dextérité d'un chef de projet agile. Vous allez vous-même apprendre, enfin le premier projet, le deuxième, vous allez être avec des décisions à prendre vraiment tout le temps. Les tests, on en a parlé. Le ratio standard, c'est un testeur pour 3 développeurs. Après, dans l'aéronautique, c'est 1 pour 1. Non, dans l'aéronautique, c'est 2 pour 1. Moi, dans le médical, je travaillais dans le médical, je faisais 1 pour 1. Bon, ça, c'est le ratio standard. 3 développeurs, 1 testeur. Alors déjà, ça, j'arrive dans des boîtes, je me fais lyncher. Hein. Automatisation des tests, on en a parlé tout à l'heure. Validation de la bulle, bon, c'est... le développement, faire simple, je l'ai dit. Gagner la confiance. Important, c'est faire des quick wins.
Parce que finalement, les méthodes agiles vous permettent de faire des quick wins, donc des succès rapides. Parce que les itérations, les gens ils vont voir assez rapidement, ils vont faire des tests, ils vont voir que même passer de 0 test à un peu de test, l'effet est assez bluffant. Ça aussi, hein, j'arrive dans des boîtes, le mec il fait on n'a pas de bug, ah ouais, il n'y a pas de testeur. Ah, forcément, on met un testeur, pouf, on monte à 200 bugs. Le gars il est un peu déprimé au départ. Mais ça c'est vrai, hein. Enfin, il y avait un dicton dans l'informatique qui dit qu'un logiciel sans bug, c'est un logiciel sur étagère. Donc les quick wins, ça c'est ce qui est bien dans les méthodes agiles, c'est que rapidement on voit les choses. Donc ça et vous avez du coup rapidement le management de la société derrière vous, enfin pas derrière vous avec le couteau, hein, derrière vous à vous soutenir, parce qu'on voit les choses. Être présent dans l'esprit, faire autrement. Donc ça, voilà, montrer le courage de faire autre chose, le courage de prendre une décision, le courage de commencer un produit alors qu'il n'est pas spécifié 100%, mais qu'il faut avancer, que vous dites de toute façon, ça ne sert à rien de le spécifier, on est sur de l'innovation, on est sur un projet, on ne sait pas. Et l'informatique, on a montré que sur le workflow, sur l'IHM, on a beau écrire des papiers, quand on le développe, on se dit ah ouais mais non mais là c'est moche, ou ah ouais non mais là le bouton, c'est pourquoi on a fait le bouton ici, ou on comprend pas. Donc autant ne pas perdre du temps à écrire des specs et autant passer tout de suite dans la build et d'être itératif et de montrer et de voir. Une fois de plus, après je vous dis, on va mettre les leviers un petit peu, mais l'idée elle est là. Et ça c'est du retour d'expérience. Un logiciel, c'est très rare. Le génial gars qui va vous donner l'interface utilisateur sur papier, qui va vous le faire, voilà, elle est là, tu l'implémentes point par point, le logiciel va être génial. Ben, ça, non, ça n'existe pas. Enfin, j'ai pas bien vu l'informatique. Donc autant faire passer dans les builds, et voilà, c'est vraiment l'idée. Ah, et si tout ce que je vous disais n'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'on a le développement, on a le testing, mais boum, il y a une table, hop, la fin du cycle. Voilà. Et alors c'est là où c'est assez intéressant parce que alors du coup ça fait 1 heure. C'est là où en fait Kanban qui est arrivé il y a alors voilà, une nouvelle méthode agile. Alors c'est pas vraiment une nouvelle méthode agile en fait. C'est tellement pas une méthode agile qu'il y a alors par exemple il y a un bouquin là, alors sur internet il y a beaucoup de littérature, là il y a un bouquin chez Pino qui s'appelle Kanban for IT. Moi je suis tombé là-dessus en 2012 parce que j'avais un problème, c'est que mes équipes, je voyais que j'avais des problèmes de flux, je voyais que j'avais des problèmes que les itérations, il y a des choses que des itérations fixes ça n'allait pas, donc moi de mon initiative, merci, je fatigue un peu, j'avais fait des choses et je me suis aperçu que Kanban, il y a des gens qui avaient pensé à peu près aux mêmes initiatives, un peu plus formalisées, en retour d'expérience, en disant, on va le voir dans les slides après, Scrum, alors déjà Scrum, ce qui était une innovation par rapport à de la méthode avant, et on s'aperçoit que Scrum en fait est encore trop, il y a trop de règles, et c'est trop, voilà, enfin c'est trop rigide. Et donc finalement, Kanban, alors Kanban c'est quoi? Donc Kanban c'est directement inspiré du Lean. Normalement Kanban c'était, pour ceux qui font du Scrum, c'est le tableau. En fait Kanban ça veut dire affichette. Et c'est un peu l'outil central qu'on fait du Scrum qui est, alors ça aussi, ça coûte pas cher et c'est un effet mais juste incroyable. C'est vous avez un tableau avec alors j'ai plein de photos, soit vous avez des post-it, vous savez tous les post-it que vous voyez maintenant dans les fenêtres avec les gens qui s'amusent à faire les machins. Bah, je pense que c'est des gens qui ont du Scrum et qui ne savent plus quoi foutre des post-it une fois que... donc soit vous le faites avec des post-it, soit vous le faites avec du papier. En tout cas l'idée, et vous allez voir, j'ai des photos, c'est de se dire que votre projet,
Alors attention, je vais faire des déçus, c'est-à-dire qu'un projet ne se manage pas avec Microsoft Project. C'est un leurre. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire quand une personne travaille à 23,5% de son temps par jour, et qu'une autre personne va bosser 17,83%. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il faut faire super gaffe avec, je sais pas, il y a des diplômes, hein, Microsoft Project. Moi, j'utilise Microsoft Project, ça fait quoi, depuis 20 ans, enfin, les premières versions. J'ai des amis qui ont fait des formations Project, waouh. Non, c'est... Mais donc en fait, alors Microsoft Project 1, c'est juste... Alors c'est très bien Microsoft Project pour faire du report par rapport à vos donneurs d'ordre. Enfin bon, juste, pour avoir un Gantt, vous pouvez prendre d'autres outils, parce que bon, pour montrer un Gantt, c'est pas mal. Maintenant, vous déplacez une tâche, il vous déplace tout, il vous split parce que vous êtes sur durée du temps, machin, enfin, etc. Bon, surtout, alors 1, ça ne manage pas le projet, 2, vous êtes perdu, 3, il n'y a pas la notion de partage, il n'y a pas la notion de partage avec les gens, c'est-à-dire que c'est des électrons, c'est sur un écran, c'est vous regardez. Maintenant, le truc incroyable, c'est que nous sommes tous encore des êtres humains. Rappelez-vous, même vos enfants, on a beau avoir des PlayStation, ils ont beau avoir... Il y a toujours la petite girafe qui fait coin-coin. Il y a toujours les jeux en bois. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours besoin de voir et de toucher. Et donc, en fait, le Kanban, c'est... Vous avez un tableau, et finalement... Globalement, le principe de base, c'est que vous avez vos user stories ou les tâches de développement qui sont du côté gauche, et puis physiquement, il va y avoir donc le backlog, puis vous allez dire à développer, à tester, à intégrer, à déployer. Alors vous mettez à peu près les colonnes de votre métier, on va voir que vous voulez. Là aussi, il n'y a pas de règle, mais physiquement parlant. C'est soit des post-it, soit avec du liège. Et donc physiquement, vous voyez, tout le monde voit, l'équipe voit, tous les matins, dans la grande salle, d'ailleurs c'est en général dans les open space, on voit physiquement où est-ce qu'on en est. Avec les papiers qui peuvent être de couleur par équipe, ou qui peuvent être... C'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas besoin de faire des réunions pour dire qu'on est à la bourre ou qu'on est en retard. C'est-à-dire que tout le monde voit physiquement avec les user stories où elles en sont. Et là, il y a vraiment un effet magique, c'est-à-dire que vous avez la cohésion de l'équipe. Vous n'êtes pas en train de faire en réunion, j'ai mon Microsoft Project, je vois que tu es en retard, je ne sais pas, quelque quoi. Alors je ne dis pas que, une fois de plus, Microsoft Project, il le faut, mais il faut l'utiliser, je pense, vraiment juste pour du reporting, pour faire vos points à vous. Mais manager le projet avec Microsoft Project, à moins que vous ayez eu une formation chez Microsoft, c'est quand même... assez compliqué. Donc le Kanban, c'est ça, c'est ce tableau-là. Et de ce tableau-là, finalement, il y a eu beaucoup de retours d'expérience là-dessus, en se disant, finalement, Scrum, il a un problème. C'est-à-dire que Scrum ne dit pas tout et dit trop de choses. Alors, où il dit pas tout, je vous ai parlé de la gestion de risque tout à l'heure, je vous ai parlé de Scrum ne parle pas de flux. On n'est pas dans un flux. Scrum, je ne vous ai pas parlé de flux jusqu'à présent, je vous ai parlé de scénarios qu'on déplaçait, je vous ai parlé de user story, je ne vous ai pas parlé de flux, je ne vous ai pas parlé de capacité. Et en fait,